Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet vraiment majeur au Sénégal, cette future usine de dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte. Les infos qu'on a indiquent une révision assez importante d'un accord qui datait de mars 2024. L'idée, c'est de décrypter un peu ce changement de stratégie et puis ce que ça implique. Pour commencer, il faut se rendre compte de l'échelle, hein. On vise 400 000 mètres cubes d'eau potable par jour, c'est énorme. Et l'investissement total, ça tourne autour de 711 millions d'euros. Au départ, le montage, c'était un partenariat public-privé assez classique, quoi, avec l'entreprise saoudienne Aqua Power. Effectivement, le schéma initial, c'était ça. Aquapower qui portait, on peut dire, l'essentiel, le financement, la construction et puis l'exploitation sur le long terme. Et en face, l'État sénégalais, lui, s'engageait, une fois l'usine en marche, à verser un loyer. Un loyer annuel fixe sur 30 ans. Et ce loyer, c'était pas rien, hein, 65,3 milliards de francs CFA par an. Ça fait à peu près 100 millions d'euros, c'est ça? C'est exactement ça. Et c'est là, d'ailleurs, qu'une partie des discussions qui ont suivi ont commencé. Ce montant, pour l'État, c'était quand même une charge budgétaire assez lourde, selon certaines analyses qu'on a vues. Et ça posait question sur le coût final de l'eau pour les Sénégalais. D'accord. Ce qui nous amène au tournant. Octobre 2024, ACW Power fait une nouvelle offre et là, l'État change son fusil d'épaule. Il s'implique beaucoup plus directement. Expliquez-nous un peu ce revirement. Ah oui, c'est une refonte substantielle, clairement. L'État sénégalais met sur la table 60 milliards de francs CFA, près de 90 millions d'euros. Et la répartition est intéressante. La moitié, 30 milliards, va directement au capital de la société de projet. Donc l'État devient actionnaire. Actionnaire carrément. Oui, et les 30 autres milliards, c'est pour appuyer le financement global. Ça peut alléger le coût du crédit, par exemple. Donc on passe, et c'est fondamental, d'un statut où l'État était juste, disons, locataire-payeur, un statut d'investisseur, de copropriétaire en quelque sorte. Et qu'est-ce qui motive ce changement? Bon, on a parlé du coût initial jugé élevé, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons? Les coûts production de l'eau, oui, ça a été un point de friction majeur, c'est clair. Le ministre de l'Hydraulique avait même publiquement parlé d'annuler le contrat, carrément, avant que finalement on choisisse de renégocier. Mais il faut aussi voir, et nos sources le soulignent, que même relancé comme ça, le projet ne fait pas l'unanimité. Il y a toujours des voix dans la société civile qui expriment des réserves sur l'impact environnemental du dessalement à cette échelle, par exemple, et puis sur les équilibres économiques du montage, hein. Ce n'est pas anodin. Hmm. Et si on prend un peu de hauteur, pourquoi ce projet est si important pour le Sénégal? Pourquoi miser autant sur le dessalement? L'enjeu numéro un, c'est la sécurité de l'approvisionnement en eau potable, surtout pour Dakar et sa région. C'est une zone qui grandit très vite et aujourd'hui, elle dépend énormément du lac de Guiers. Le lac est loin, au nord, c'est une vulnérabilité en fait. Donc diversifier les sources d'eau, c'est devenu une priorité absolue. Donc ce n'est pas une initiative isolée, cette usine de la Grande Côte? Ah non, non, pas du tout. Elle s'ajoute à une autre usine de dessalement, plus petite, celle-là, au Mamel. Elle vise entre 50 000 et 100 000 mètres cubes par jour. Sa construction a démarré en 2022 avec un financement japonais d'ailleurs. Les deux projets vont dans le même sens, rendre l'approvisionnement en eau de la capitale plus résilient. La grosse différence, c'est le montage financier et maintenant ce rôle beaucoup plus actif de l'État pour le projet de la Grande Côte. Avec l'État qui entre au capital, ça vise deux choses. Un, assurer la sécurité en eau face aux besoins qui augmentent. Deux, mais aussi avoir un contrôle plus direct sur les coûts, sur la gestion d'une infrastructure critique. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'État prend plus de risques financiers, risques qu'il voulait justement éviter avec le PPP au départ? C'est une excellente remarque. Absolument. En devenant actionnaire, l'État partage plus directement les risques. Les risques liés à la construction, à l'exploitation, peut-être même les fluctuations des revenus. C'est le revers de la médaille, si on veut. Le prix à payer pour un contrôle accru et un potentiel retour sur investissement. Cet équilibre risque-contrôle, c'est justement tout l'enjeu de ces nouveaux modèles un peu hybrides. Bon, pour résumer, le point clé à retenir, c'est vraiment cette évolution du rôle de l'État sénégalais. D'un simple client qui achète un service sur le long terme, il devient un partenaire, un investisseur actif dans un projet vital. Exactement. Et ce cas sénégalais, il est intéressant parce qu'il pourrait bien illustrer une tendance plus large. Qui sait? Peut-être des États qui, après avoir beaucoup utilisé les PPP classiques, cherchent à reprendre un peu plus la main sur certains services essentiels, tout en continuant, bien sûr, de travailler avec l'expertise et les capitaux privés. La question, c'est toujours de trouver le bon dosage, entre efficacité privée et contrôle public.
Ce qui nous laisse avec une question pour la suite. Au-delà de la réponse immédiate aux besoins en eau, qu'est-ce que cette approche publique-privée revisitée nous dit sur le modèle de développement des grandes infrastructures dans la région? Et comment on assure la durabilité, l'acceptabilité sociale de tout ça sur le très long terme? Voilà, de quoi réfléchir.